Monsieur Luce, normalement, a tout posté. Vous avez vu? Oui, le mystère a été résolu. C'est le premier cours qui manquait parce qu'il n'avait pas réussi à le télécharger apparemment. C'est pour ça. Voilà, très bien. OK. Alors, nous commençons sur Zhukovski. Euh, euh, Est-ce que vous avez entendu parler de Louis Zhukovski? Oui, vous en avez entendu parler parce que déjà, nous avons eu un exposé de Cardellen sur cette question. Et autre chose, c'est que je vous en ai beaucoup entendu parler parce que c'est un poète américain euh, euh, qui a écrit une œuvre considérable que je vous ai montré la semaine dernière déjà et qui est donc ce poème qui porte le titre de Et entre guillemets et qui est surtout le fondateur avec d'autres poètes américains d'un mouvement appelé mouvement objectiviste qui a eu un essor considérable aussi auprès des poètes français et les marques disons, de l'héritage objectiviste peuvent encore aujourd'hui être trouvées dans la poésie française contemporaine. Donc Louis Zhukovski demeure tout de même l'un des poètes américains les plus connus de la deuxième moitié du XXe siècle américain, de la seconde moitié du XXe siècle américain. Donc, je prends dans ce cours l'exemple de Louis Zhukovski parce que Louis Zhukovski a été l'un des poètes qui, dans le sillage de Pound, a décidé de relever le défi de la lecture d'un poète toscan du XIIIe siècle que nous connaissons, qui s'appelle Guido Cavalcanti, parce que Pound s'était beaucoup intéressé à Guido Cavalcanti, que Pound l'avait traduit et que Zhukovski est à la fois dans la lignée de Pound et un anti-Pound, comme le dirait Roubaud. Dans une sorte de réponse poétique à l'œuvre de Pound, Zhukovski travaille également sur la poésie de Cavalcanti. Alors, poésie de Cavalcanti que j'ai présentée dans ce fichier que j'ai posté pour vous dans Amitis et que j'espère que vous avez lu. Alors, il ne s'agit pas, comme dans le cas de Pound, d'un travail compréhensif de toutes les rimes de Cavalcanti. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de rimes de Cavalcanti qui sont parvenues jusqu'à nous? Vous avez un souvenir du cours? L'œuvre de Cavalcanti n'est pas une œuvre importante en termes de volume, hein, de grandeur, de longueur de la composition, comme l'est celle de Dante. Et en réalité, Cavalcanti, du moins ce qui est arrivé jusqu'à nous, n'a composé que des rimes au nombre total de 52. Oui, très bien, Cardellen, bravo, c'est autour de 50. C'est-à-dire que nous avons 52 rimes dont nous sommes sûrs disons qu'elles appartiennent à Cavalcanti, et deux pour lesquelles les critiques soulèvent encore très souvent des doutes. Donc nous avons un total de 54 rimes. Parmi ces rimes qui sont dans lesquelles on retrouve des formes diverses, des sonnets, des ballades, on retrouve essentiellement des sonnets et des ballades,
des ballades que j'aimerais que nous indiquions avec leur nom italien, donc ballate, parce que la ballata italienne a une histoire différente que la ballade française. Et donc, si on doit être, voilà, pour les spécialistes de poésie parmi vous, lorsque vous dites ballade, par exemple, il faut faire très attention parce que nous avons un genre extrêmement connu, par exemple, dans la poésie moderne, qui est celle une forme, pas un genre, pardon, une forme qui est extrêmement connue dans la poésie moderne, qui est celle des ballades de quelle littérature? La ballade, c'est une forme qui est extrêmement importante dans un mouvement avant tous les autres, dans un mouvement, dans une période. Le romantisme. Mais bravo Marie, ça ne pouvait qu'arriver d'une angliciste. Très bien. Donc nous connaissons la ballade romantique. Or, il faut que vous fassiez extrêmement attention parce que la ballade romantique n'est pas celle qui trouve son origine dans le Moyen Âge des littératures qui nous intéressent, c'est-à-dire qui intéressent mes cours, à savoir les littératures romane, pour le coup, pour ce qui en est de la poésie occitane ou du Moyen-Âge toscan, puisque la ballade romantique tire son inspiration de formes liées aux littératures, à la littérature médiévale scandinave et donc aux compositions en norrois, en ancien norrois. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, lorsqu'on dit, lorsque pour Cavalcante on utilise le mot de ballata, il ne faut pas imaginer que, comme dans le cas du sonnet, la lignée elle soit homogène, c'est-à-dire que l'on puisse parler du sonnet sicilien comme on parlerait du sonnet shakespearien. Pour la ballade, il y a des ballades romantiques, des ballades qui se réclament d'un héritage des littératures du Nord. Et puis il y a la ballata italienne qui n'a rien à voir avec cette tradition-là. Et donc, les 54 rimes sont essentiellement un ensemble de sonnets et de ballades. Mais à l'intérieur de cet ensemble, on retrouve également deux canzoni. Et là, à nouveau, je vous prie de ne pas utiliser le mot de chanson parce que c'est tout aussi compliqué que pour la ballata, c'est-à-dire que la chanson française a une tradition complètement différente que celle de la canzone italiana. La chanson dans la tradition francophone n'a pas les mêmes traits qui sont ceux de la canzone toscane, parce que la canzone a une particularité qui la distingue par rapport à la canso troubadouresque de laquelle descend la chanson française. Et cette particularité, elle tient au fait que la canzone toscane du XIIIe siècle, est-ce que vous le savez ou est-ce qu'il faut que je vous le rappelle? Quelle est la particularité? Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. La canso, c'est une composition qui est une composition à la fois langagère et quel est l'autre élément de la canso troubadouresque? Il y a les mots, bien entendu, Musical. et puis la musique. Très bien, Marie. Mais la canzone italienne, elle perd l'accompagnement musical, alors que de ce point de vue, la ballata médiévale garde cet accompagnement musical. Donc, en ce sens, elle est plus dans une tradition, elle récupère des éléments de la tradition troubadouresque. Mais la canzone toscane, elle perd l'accompagnement musical et à la place de la musique, elle remplace la musique par, est-ce que vous vous souvenez, je l'avais très probablement dit l'année dernière,
on appelle ça un alourdissement conceptuel, les spécialistes de poésie. La musique est remplacée par la référence à la philosophie. Donc, c'est en cela que la canzone italienne du XIIIe a une particularité formelle, mais également de contenu, c'est qu'elle se distingue de toutes les autres traditions de la chanson, parce qu'elle remplace la musique par un alourdissement conceptuel, ou alors un alourdissement qui est l'entrée de la philosophie dans la poésie, et c'est typiquement le cas de Cavalcanti, et c'est aussi le cas de Einein au sein du complexe de Ei pour Żuławski, parce que à l'endroit de Einein, Żuławski, dans une tradition qui est déjà celle de la chanson, de la canzone italienne du XIIIe, fait se côtoyer Cavalcanti avec Marx et Spinoza, et ce n'est pas un hasard parce que Żuławski montre par cela avoir parfaitement compris la particularité technique de la canzone italienne. Vous me suivez jusque-là? Oui, j'imagine, à moins que vous ne veuillez. Oui, très bien. Oui, donc des deux canzoni de Cavalcanti, il y en a une qui est extrêmement célèbre et qui porte le titre, et qu'on indique par son premier vers, Donna me prega, en français Dame me prie, et qui est aussi connue sous le nom de canzone dottrinale, chanson doctrinale, et cet appellatif, ce titre qui est donné à la composition de Cavalcanti fait déjà d'emblée immédiatement signe vers cette particularité formelle qui est par dottrinale, ce que l'on entend est le fait que à l'intérieur de la composition rentrent des éléments philosophiques d'une doctrine qui est celle des en italien on dirait des seguaci d'amore, à savoir des initiés d'amour. Et donc c'est en cela que c'est une doctrine. Les initiés d'amour, c'est ceux qui connaissent les théories du Moyen-Âge qui prouvent que c'est l'amour qui conduit à la connaissance philosophique. Et donc c'est par amour qu'on accède à l'intellect, et c'est une thèse qui n'est pas du tout une thèse lacanienne, bien que Lacan pointe du doigt le fait qu'il s'agit là d'un héritage médiéval. Les raisons pour lesquelles amour est lié à la fois à la poésie et à la philosophie se retrouvent typiquement dans cette composition toscane du XIIIe, où la question amoureuse est portée par l'approfondissement des thèses aristotéliciennes sur l'intellect. Donc, nous nous intéresserons effectivement à l'exemple de Ei, du poème Ei, et deux raisons motivent ce choix, je vous disais la semaine dernière. D'un côté, il s'agit de montrer que la poésie, et de façon particulière la poésie des modernes et des modernistes, fonctionne comme les textes de Derrida, c'est-à-dire que là où on dirait que les modernistes ont joué un rôle fondamental dans l'œuvre philosophique de Derrida, en d'autres mots, là où on dirait que Derrida se sera inspiré de tous les poètes modernistes pour concevoir la déconstruction, on pourra également dire que, je commence avec Baudelaire pour finir avec Żuławski, que de Baudelaire à Żuławski, toute la poésie moderne et moderniste aura été une poésie déconstructrice avant la lettre, et que donc en quelque sorte la déconstruction
rétroagit sur la poésie moderniste et nous fait voir la poésie moderniste comme une poésie hantée, avec un H par la déconstruction. Premier élément, qui est un élément donc de anthologie avec un H dont nous avons déjà parlé. Deuxième élément, le fait de travailler sur Zhukovsky nous permet également de comprendre comment une certaine poésie, et en cela nous sommes absolument en accord avec Freud lorsque Freud dit les poètes sont toujours en avance sur leur temps, dans leur temps, c'est-à-dire que des poètes comme Zhukovsky auront compris un demi-siècle plus tôt ce qui est aujourd'hui, vous voyez, une façon extrêmement répandue de concevoir la succession temporelle. Je m'explique mieux. Lorsque Zhukovsky, et je donnerai les détails plus tard, mais maintenant j'introduis la chose de façon un peu plus générale. Lorsque Zhukovsky décide de travailler à A9, essentiellement ce qu'il est en train de faire, c'est de rendre à la fois hommage à Ezra Pound en allant chercher une composition qui, pour Ezra Pound, a été extrêmement importante et source de grande inspiration en termes de théorie ou de poétique. Lorsqu'il va chercher donc à travailler sur Cavalcanti, il le fait d'une façon qu'aujourd'hui on a encore de peine à comprendre. C'est-à-dire que et c'est un peu ce que j'ai essayé de dire à Cardelaine lorsqu'elle s'est attaquée à Zhukovsky. Cardelaine, le problème de la critique française contemporaine de Zhukovsky, c'est qu'on croit qu'il faut attaquer Zhukovsky en tant qu'angliciste, vous voyez, c'est-à-dire en tant que spécialiste de poésie américaine. Mais en réalité, et ça dans le sillage de Pound, A9 n'a rien à voir avec la tradition américaine. A9 a à voir avec une connaissance plus ou moins approfondie des enjeux de la poésie médiévale, et donc c'est plutôt l'objet que devraient avoir des italianistes à la limite ou des comparatistes. Et donc même les deux articles que vous m'aviez envoyés et que je peux bien entendu aussi partager avec nos camarades de cours, ce sont des articles qui disent « Ah oui, ici Zhukovsky prend en compte la canzone dottrinale de Cavalcanti », mais il y a un écueil fondamental, c'est que A9 commence comme traduction de Cavalcanti, vous voyez ? Et donc, parce qu'il est très difficile de saisir la particularité de Cavalcanti, parce que Cavalcanti, pour le XIIIe siècle italien, et du moins dans l'histoire de la poésie occidentale, a été écrasé par la figure de Dante, on imagine qu'il s'agit d'une référence parmi d'autres au sein d'un certain nombre de références qui seraient celles de tous les poètes que Zhukovsky cite dans EI. En réalité, Zhukovsky est en train de faire un travail qui n'est pas seulement un travail où il va s'intéresser à Marx, à Spinoza et entre autres à un poète méconnu du XIIIe siècle toscan. En réalité, Zhukovsky est en train d'établir un dialogue direct avec l'œuvre de Pound, et c'est à partir de là qu'il faudrait travailler sur A9. Oui, non, mais Cardel, c'est pas. Enfin, merci à vous. Hein. L'idée est que, en réalité, il faut recommencer toute la critique sur Zhukovsky parce que elle a été complètement biaisée sur ce point.
Donc, si on continue de citer toujours les mêmes critiques de Zhukovsky, on n'ira pas très loin parce qu'en réalité, il faut réétablir, il faut reprendre en compte ce qui se joue là en termes de filiation poétique auprès de Pound. Alors, j'ai longuement parlé avec Roubaud avant que il ne soit malade comme il l'est aujourd'hui, malheureusement. J'ai longuement parlé avec Jacques Roubaud de cette histoire et j'ai souvent dit, en réalité, il faudrait retraduire en français A9. Et le projet de Roubaud était également donc de reprendre la traduction de A9 en faisant travailler A9 vers le français non seulement à partir de l'anglais, mais également à partir du toscan du XIIIe siècle. Vous voyez, c'est-à-dire que tout devrait être refait et Roubaud de me répondre, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas les connaissances qu'il faudrait, mais essentiellement pour retravailler sur A9 aujourd'hui, il faudrait quelqu'un qui soit à la fois angliciste et italianiste et qui ait aussi un penchant poétique pour pouvoir traduire A9 en français, vous voyez. Donc Roubaud, du moins il y a encore 6 ans, parce que c'était en 2014 que je l'avais invité à Aix pour une conférence, nous avions longuement parlé de cette affaire et il était déjà il y a 6 ans tout à fait conscient de l'enjeu qui tourne autour de la poésie de Zhukovsky. Donc, ce qu'il y a également, c'est qu'au moment où Zhukovsky s'intéresse à Cavalcanti, il le fait de façon typiquement moderniste, à savoir qu'il brouille les pistes spatio-temporelles. C'est-à-dire que il ne va pas commencer par travailler sur Marx et sur Spinoza, entre autres, pour montrer finalement que dans A9, il pourrait y avoir, pour placer là aussi une référence à un poète du Moyen-Âge italien. Mais il travaille à une ontologie ante litteram, c'est-à-dire qu'il voudrait dire que Cavalcanti aura été marxiste avant la lettre ou il aurait été spécialiste de Spinoza avant la lettre. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que en quelque sorte, des points de la philosophie de Marx et des points de la philosophie de Spinoza sont déjà connus, sont déjà contenus par la pensée philosophique de Cavalcanti. Donc la canzone dottrinale n'est pas une référence parmi d'autres, puisque la canzone dottrinale est en soi un texte philosophique et poétique à la fois, premier élément. Mais deuxième élément, l'idée de Zhukovsky lorsqu'il s'attaque à ce projet est de montrer que tout en ayant travaillé pendant moins 40 ans, Pound n'a rien compris à Cavalcanti, vous voyez, et c'est dans ce sens-là que Roubaud a pu écrire dans son anthologie éditée avec Michel Déguy les 50 poètes américains, que d'ailleurs je dois avoir là, je crois, peut-être pas, 50 American Poets. Non, je dois en avoir une autre. Attendez. Je regarde. Ah non. Et non, parce qu'en fait, l'anthologie de Roubaud et de Déguy trouve son origine dans un équivalent américain qui est la célèbre anthologie de Peter Jones, 50 American Poets. Et donc, l'idée de Roubaud et de Déguy part en fait de ce modèle extrêmement répandu et connu pour les spécialistes de poésie américaine. Et donc, tout ça pour vous dire que il y a deux éléments à la fois. Il y a un élément qui est un élément où Zhukovsky veut marquer le fait qu'il soit veut marquer absolument son héritage, un héritage poundien, et il veut aussi également
renverser cet héritage et ne pas se laisser engloutir ou ne pas se laisser hanter outre mesure par la lecture que Pound aura faite de Cavalcanti et en donner une propre. Oui, A9 se compose en deux parties. Alors, c'est très compliqué, Cardelaine, cette histoire du redoublement de A9, mais oui, c'est une possibilité, c'est-à-dire que d'abord Pound, d'abord Zukowski rend hommage et après il renverse la canzone dottrinale, et d'ailleurs il y a un effet de renversement, c'est-à-dire il renverse la lecture que l'on peut faire de Pound, ou enfin de Cavalcanti, et essentiellement ce qu'il souhaite c'est renverser la lecture de la lecture de Pound. Alors, je ne sais pas, Cardelaine, si vous pensez aussi, lorsque vous me posez cette question, à la figure du renversement qui est contenue dans A9, parce qu'à un moment donné, il y a une citation de Spinoza, et cette citation de Spinoza, elle se trouve à l'intérieur d'un texte où Spinoza parle du renversement, en fait. Je ne sais pas si vous avez lu sur ce point, mais on va travailler ensemble pour le montrer. Vous pouvez aussi intervenir, Cardelaine, hein, ne pas écrire. Voilà, donc il y a de ça aussi, mais j'essaierai de vous le montrer. Donc, il s'agit là d'un travail sur Zukowski versus Pound dans la lecture de Cavalcanti. Autre chose, il ne s'agit pas pour moi de dire que Zukowski écrit comme Derrida, bien entendu, mais bien plutôt que lire Louis Zukowski ou lire un certain nombre de poètes modernistes ou d'écrivains modernistes aide à lire la philosophie du XXe siècle. C'est vraiment un point auquel je tiens et que je veux absolument partager avec vous. Il y a de possibilités de dialoguer avec au moins deux philosophes importants de la seconde moitié du XXe siècle, à savoir Derrida et Deleuze. Si on ne fait pas cette entrée-là par la connaissance de la poésie pour Derrida et d'un certain nombre de romans pour Deleuze. Et j'espère que ceux d'entre vous qui sont habitués à ces lectures-là, c'est-à-dire qui lisent Derrida d'un côté et Deleuze de l'autre, voient à quoi je fais référence. Mais je me permets de donner un exemple parmi d'autres. Aucune possibilité de lire 1000 plateaux sans avoir l'immense apparat de connaissances littéraires, sans avoir une connaissance approfondie du roman de la seconde moitié du 19e et de la première moitié du 20e, et essentiellement aussi de tous les grands auteurs modernistes. Donc vous voyez, c'est typiquement ça aussi que je trouve que ceux parmi vous qui sont extrêmement sérieux dans le travail qui consiste à commenter, lire et commenter la littérature, ne font pas ce travail seulement pour la littérature. C'est-à-dire que lire et commenter la littérature, comme dirait Derrida, lire et écrire, et quand je dis littérature, là pour le coup, j'entends la poésie aussi, même si la poésie ne fait pas vraiment partie de la littérature, ou alors seulement à partir de l'époque moderne. C'est la voie royale vers la philosophie contemporaine. Et d'ailleurs, je le dis même avec un peu de regret, c'est extrêmement important, même pour
lire les pragmatistes et je pense parmi d'autres à Rorty, si on veut lire par exemple Richard Rorty, qui est un philosophe américain contemporain, on ne peut le lire qu'en ayant toutes les références littéraires en place, parce qu'à chaque fois que Rorty veut tenir une thèse, même une thèse philosophique, j'essaie d'arranger cette lumière parce qu'elle me fait mal à l'œil. À chaque fois que Rorty tient une thèse philosophique, il y parvient par la référence littéraire. Et donc, la place privilégiée que vous avez en tant qu'étudiant de littérature par rapport à d'autres disciplines des sciences humaines, et notamment par rapport à la philosophie, il ne faut pas développer en quelque sorte de complexe vis-à-vis des philosophes, notamment les philosophes contemporains, parce que je pense qu'il vaut mieux connaître très bien la littérature pour lire les philosophes contemporains que de connaître de façon approfondie l'histoire de la philosophie occidentale, parce que c'est là, elle peut venir plus tard, mais ce qui est important, c'est la référence littéraire. Pourquoi? On le verra ensemble. Alors, le poète, donc Louis Sudzukowski, pratique une écriture au sein de A9 qui peut être considérée comme une relève. Alors, lorsque je dis relève, je fais bien entendu référence à la façon dont Derrida considère que la traduction est une relève, mais l'écriture de Hey est une relève. C'est-à-dire que Hey, comme tout poème moderniste, juxtapose des références et à l'endroit où ces références sont employées, elles sont relevées. C'est-à-dire que Zukowski leur donne du goût, met en évidence des raisons pour lesquelles à ce moment historique précis, qui est celui assez long de la composition de Hey, il est important de revenir à certaines références. Alors, Hey est composé de 24 sections écrites à partir de 1927 pendant près de 50 ans. Le poète s'y réfère en le définissant comme une œuvre autobiographique dans le sens où les mots de Hey sont sa vie. L'écriture de ce poème est d'emblée, ce que je disais tout à l'heure, à savoir une lecture-écriture. Zukowski, et d'ailleurs, c'est un ensemble de notes qui accompagnent et Zukowski donne la cartographie précise, absolument précise des lectures qu'il est en train d'accomplir au fur et à mesure qu'il avance dans les sections de Hey. Alors, Omar nous dit, il me semble que cette relation de connaissance littéraire et la philosophie contemporaine se traduit dans ce que Deleuze appelle la symbiose. Oui, bien sûr, Omar. Et d'ailleurs, vous faites bien d'intervenir. Si vous le souhaitez, vous pouvez même prendre la parole de façon à ce que je puisse vous présenter à vos camarades, étant donné que vous êtes arrivés immédiatement au Master 2. Donc, Omar Essaroui est un étudiant que vous connaissez, parce que, enfin, les étudiants Master 2 connaissent parce qu'il était en Master 2 LIPS l'année dernière, et donc il suivait interculturalité avec vous, et il vient de terminer un mémoire sur Deleuze et la psychanalyse et la littérature, et donc Omar est un spécialiste, un vrai spécialiste désormais de Deleuze, et donc il a sans doute son mot à dire là-dessus. Omar, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours prendre la parole. Pour l'instant, voilà. Donc, bon, c'était aussi une façon d'expliquer les raisons pour lesquelles il arrive directement au Master 2, parce que il a déjà
pu valider un certain nombre d'UE en commun entre le master traduction et Ellipse l'année dernière, et parce que aussi quand on travaille en psychanalyse, on s'intéresse beaucoup à la question de la transposition et de la traduction. Voilà, donc je continue. Donc je vous disais, l'écriture de Hay est d'emblée une écriture au sens de Derrida, c'est-à-dire que Hay se présente aussi comme un certain nombre de lectures, et d'ailleurs Zukowski donne la cartographie précise des lectures qui accompagnent sa composition, qui est une façon de contextualiser la pratique scripturaire. Le poème est un objet et comme tel, il est pris dans un contexte. Ce geste marque l'appartenance du poète au groupe des objectivistes. Dans un essai célèbre intitulé Un objectif, Zukowski affirme, je cite, les singularités historiques et contemporaines peuvent être une chose, des choses, un événement ou une chaîne d'événements. Vous voyez, les singularités historiques et contemporaines peuvent être une chose, des choses, un événement ou une chaîne d'événements. Je continue la citation. Une fiole en verre soufflé égyptien en forme de poisson ou des feuilles de chêne, une interprétation à Leipzig de la Passion selon saint Matthieu de Bach, ou encore la croissance d'implantations métallurgiques en Sibérie. Fin de citation. Est-ce que vous voulez réagir sur cette citation qui se trouve dans un essai intitulé Un objectif et qui a été traduit par Pierre Alféry? Pendant que les camarades réfléchissent. Oui, quelqu'un veut parler? Non. Omar dit malheureusement, madame, je suis connectée à partir d'un ordinateur de bureau qui n'est pas doté d'un micro. D'accord, Omar, je comprends. Vous n'hésitez pas à nous écrire. Hein. Donc, à quoi vous fait penser cette citation? Peut-être que je vais l'écrire dans la conversation de façon à ce que vous l'ayez sous les yeux. Voilà. Donc, une chose que je peux commencer à dire pour ouvrir avec vous ce dialogue, mais la particularité de cette liste faite par Zukowski est celle que les éléments qui sont évoqués dans cette liste sont absolument hétérogènes, n'est-ce pas? Il y a des objets qui sont vraiment des objets, mais il y a aussi des objets qu'on pourrait appeler des objets d'art et d'interprétation, comme une interprétation à Leipzig de la Passion selon saint Matthieu. Vous voyez, c'est cette juxtaposition-là qui donne un peu le ton du projet poétique objectiviste, à savoir, et d'ailleurs on pourrait y parvenir aussi par une analyse phénoménologique si on le voulait, mais la réduction que les objectivistes font subir au monde, et c'est une réduction qui n'est pas une réduction au sens négatif, mais c'est une, comment vous dire, c'est au sens enfin, dans un sens qui est aussi celui de la destruction heideggerienne. Il s'agit là de parvenir à l'expression la plus précise et plus pointue, et donc à la restitution parfaite de ce que l'on peut voir du monde, comme si on était derrière un objectif. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce point? Non? Oui, je veux bien dire des choses.
c'est pour rendre aussi le cours vivant. Ça fait penser aussi au rhizome de Deleuze, par exemple. Hein, je veux dire, par rapport au langage, par rapport à cette, comment dire, oui, à cet entremêlement des choses aussi. Après, ça fait penser à la globalité, c'est-à-dire que le monde devient de plus en plus global, donc de plus en plus en interaction. Parce qu'il n'y a pas seulement des éléments historiques qui sont dichotomiques, hein, il y a aussi des éléments entre croissance d'implantation métallurgique qui est du domaine de l'industrie et pas de la littérature. Donc, il met en parallèle des choses qui normalement ou traditionnellement ne se mettaient pas ensemble. Donc, je pense, voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des éléments hétérogènes, des familles de choses qui normalement ne sont pas ensemble. Vous avez raison, Pierre, c'est ça. Et donc, c'est aussi une façon pour le poète de dire il n'y a pas de domaine privilégié auquel la poésie s'intéresse. La poésie, elle s'intéresse à l'ensemble de tout ce qui est observable, en fait. Et aussi de tout ce Cardelaine, plus de distinction entre le profane et le sacré. Absolument. Oui, oui, c'est ça. Bravo Cardelaine. Et donc aussi, attention, parce que c'est l'une des revendications objectivistes les plus importantes, la position théorique objectiviste se traduit en une pratique poétique, scripturaire, qui est pour Zukowski, et je cite une expression de Zukowski, explication et non mirage de la vue, c'est-à-dire que la poésie doit résister à la production métaphorique. Bien entendu, l'histoire de la poésie occidentale est une immense histoire de production métaphorique, vous voyez, et donc l'objectivisme se positionne contre cette tradition-là pour dire que la poésie est vision, et je cite encore Zukowski, vision de la pensée ancrée dans les choses telles qu'elles existent et de leur orientation selon une ligne mélodique. Alors, ça m'intéresse de copier cette citation pour vous. Alors, vous m'entendez mal, c'est ça? Je partage. Ah, c'est peut-être que je fais du bruit comme ça. Attendez. Est-ce que là, ça va mieux? Oui. Alors, peut-être que j'enlève ça. Mais il y a un problème toutefois. C'est que puisque je suis en Italie, j'ai dans d'autres chambres toute une famille italienne. Donc, si vous, si vous entendrez parfois des voix italiennes, vous me comprendrez. Oui, Mathias, on avait déjà eu ce problème dans un autre cours. Voilà, je voulais seulement vous éviter d'entendre l'arrière-fond si jamais ma famille parle, mais peut-être que vous l'entendrez pas. Voilà. Vous me dites hein, si jamais vous entendez trop de bruit derrière moi. Mais je suis dans une très grande maison où il y a toute la famille, donc vous pouvez entendre tout le monde. Voilà, alors oui, donc je vous prie de... Merci Sophie, parfait. Alors, regardez cette histoire, cette dernière citation que j'ai mise dans la conversation pour vous. Elle, à savoir la poésie. Célia, vous connaissez bien. Voilà. Mais ne pas poser celui qui possède le micro pour qu'il ne frotte pas contre votre bureau. Ah, vous voulez dire... Attendez, on réessaye. En fait, il faudra... Est-ce que ça va comme ça? Vous m'entendez? Oui. Alors, je garde ça comme ça, c'est mieux. Parfait. Donc, je vous disais, oui, regardez cette citation que j'ai mise pour vous. Et donc, elle, la poésie,
et vision de la pensée ancrée dans les choses telles qu'elles existent et de leur orientation selon une ligne mélodique. Merci Pierre de l'avoir recollé en bas de façon à ce que nous puissions regarder à nouveau. Donc, nous avons là tout de même un élément important qui a fait l'objet de l'un de nos cours il y a quelque temps, je ne me souviens plus lequel, mais voici que un élément fait surface qui est important dans notre réflexion. Pour Zhukovsky, la poésie ne produit pas de métaphores. Il faut qu'elle résiste à la production de métaphores. Elle doit voir les choses, les objets du monde tels qu'ils sont. Et quand on entend objet du monde, ça veut également dire interprétation de la Passion selon saint Matthieu à Leipzig. Mais ce qui est important, c'est la ligne mélodique. Vous voyez, alors je tiens vraiment de tout mon cœur à ce que cet élément soit mis en valeur. Parce que là, Zhukovsky fait une sorte d'action poétique extrêmement importante. Ce qui compte dans la poésie, avant la métaphore, c'est la ligne mélodique. Et donc, en ce sens, c'est une action poétique qui est vécue comme un héritage extrêmement fort, par exemple par la poésie française contemporaine, où le côté pneumatologique, à savoir le côté du souffle, de la voix, de la mélodie, passe sur la production d'images de la poésie. Vous me suivez tous jusque-là? Oui. Très bien. Parfait. Donc, il s'agit d'isoler pour Zhukovsky, et à nouveau je vous donne une autre citation. Après ces citations-là, je les mettrai dans un fichier pour vous. Voilà, il s'agit d'isoler chaque nom pour qu'il soit une image en soi, grouper les noms pour qu'ils participent de la qualité des choses liées entre elles sans faire violence à leur nature individuelle intacte. Vous voyez, parce que l'objectivisme tend à rendre le mot objet, mais il faut que le mot soit objet dans sa ligne mélodique, c'est-à-dire qu'il faut que la mélodie du poème soit suffisamment saccadée de façon à ce que l'objet soit cueilli dans son unicité, en quelque sorte. C'est de là que je vous dis, ça peut ressembler par exemple à la réduction phénoménologique que nous avons un peu regardé l'année dernière en cours. Vous n'hésitez pas à intervenir si vous voulez poser des questions. Donc la poésie est l'art de mettre les mots ensemble pour faire un objet qui n'est pas une image ou l'expression de sentiments. La question doit être alors posée de savoir comment concilier cet abandon de la part du poète américain de la position lyrique, parce que les sentiments sont mis de côté, avec la lecture et la réécriture dans un sillage poundien d'un poète toscan du XIIIe siècle, Guido Cavalcanti, qui a inventé l'union indissoluble de la poésie et de l'intériorité du poète dans l'expression du sentiment amoureux. Ça me tient à cœur aussi de soulever ce trait extrêmement important. C'est-à-dire que l'un des défis de Zhukovsky au moment où il va chercher Cavalcanti, c'est un défi important pour la poésie objectiviste, et c'est la raison pour laquelle A9 est souvent extrait de A. Je veux dire, A est un poème extrêmement long. Je le reprends dans ma bibliothèque. Attendez. Voilà.
est un poème extrêmement long. Il existe une infinité d'éditions de A9, vous voyez. Alors, les raisons pour lesquelles A9 est si important, c'est que A9 est presque une sorte de manifeste de l'objectivisme, ou du moins une sorte de... comment on pourrait dire ça, c'est l'endroit où Žukovský va chercher l'opposé de ce que la poésie devrait faire selon lui. C'est-à-dire que Žukovský dit ce qui nous intéresse, c'est de créer un objet. La poésie crée des objets. Elle met des mots ensemble pour créer des objets. Mais ce n'est pas une métaphore, donc ce n'est pas une image, et ce n'est pas l'expression des sentiments. Et donc, dans A9, il va chercher la référence qui est la plus reconnue auprès des modernistes, c'est-à-dire celle du poète qui a inventé l'intériorité et la position lyrique, parce que Cavalcanti est le premier à avoir employé un jeu lyrique qui est presque une formalisation très à l'avance de l'intériorité du 19e siècle et du tournant du 20e siècle. Vous voyez, c'est-à-dire que Joyce et Virginia Woolf, quand ils se posent des questions sur l'intériorité, ils sont très en retard par rapport à Cavalcanti, parce que toutes ces questions-là, elles avaient déjà fait l'objet de l'investigation poétique de Cavalcanti. Et donc, Žukovský va chercher exactement le poète qui est aux antipodes de sa position pour montrer que même celui qui croit faire, vous voyez, travailler sur le sentiment ou travailler sur l'image, puisqu'il est grand poète, en réalité, c'est déjà un objectiviste. Vous me suivez jusque-là? Oui? Oui, très bien. Oui, donc... la reprise de Cavalcanti acquiert une fonction particulière dans le poème de Žukovský pour deux raisons. D'un côté, le questionnement sur l'amour permet le rapprochement entre la lecture de l'œuvre de Karl Marx et celle de Spinoza, Baruch Spinoza. De l'autre côté, le choix de la forme canzone fait signe vers une période intense du questionnement philosophique dans la composition de Ei. C'est-à-dire que Žukovský va chercher la forme canzone et donc insère cette forme à l'intérieur des sections de Ei. Les autres sections, ce n'est pas des canzoni, vous voyez, mais à l'endroit de A9, il va chercher la canzone, un, pour montrer qu'il connaît bien l'histoire des formes poétiques occidentales, et deux, parce qu'à ce moment-là, il était perdu dans la lecture, enfin, pas perdu dans le sens immergé, complètement immergé dans la lecture de Marx et de Spinoza, et pour rendre compte de cette lecture, il lui fallait une forme poétique à même de porter l'alourdissement philosophique. Alors, cette histoire, et là je parle seulement aux spécialistes de poésie, c'est-à-dire par exemple à Cardelen. Cardelen, si cette histoire de l'alourdissement philosophique vous intéresse, je partagerai avec vous par exemple un article que j'ai écrit sur l'entrée dans la philosophie dans la poésie médiévale, où j'explique les raisons pour lesquelles la canzone demeure toujours, jusqu'au modernisme, le seul endroit où les poètes trouvent la forme, disons, apte à parler de philosophie. Mais voilà, si vous n'êtes pas spécialiste de poésie, on n'a pas besoin d'aller autant dans le détail des études sur les formes poétiques. Donc, la section A9 est écrite en deux moitiés sur la trace de la canzone dottrinale de Guido Cavalcanti,
dont le nombre de vers est redoublé et la disposition des rimes fidèlement reproduite. Voilà aussi autre chose. Ce n'est pas une référence parmi d'autres, celle de Cavalcanti. Ce n'est pas tout simplement que Żułkowski est allé prendre une référence médiévale parmi d'autres. Il s'agit de copier le schéma rimique de Cavalcanti. Donc, il s'agit d'aller chercher la canzone dottrinale en toscan, de reconnaître le schéma rimique et de le reproduire fidèlement en anglais et donc presque de faire une traduction qui est une traduction avant tout de la forme et dans un second temps du contenu, enfin une traduction allusive du contenu. Vous me suivez quand je vous dis que la première traduction est une traduction formelle, à savoir une reproduction parfaite, redoublée du schéma rimique de la canzone de Cavalcanti? Oui, très bien. Oui. Et bien entendu, parenthèse qui est extrêmement importante, le schéma rimique de la canzone de Cavalcanti n'est pas une mince affaire, parce que c'est une invention de Cavalcanti. La canzone telle qu'il la conçoit, c'est resté une sorte de référence importante de l'histoire de la poésie occidentale. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que la canzone n'est pas une composition poétique parmi d'autres, s'il est vrai qu'à l'intérieur de la canzone, il faut parler à la fois d'une situation qui est une situation qui a à voir avec l'amour, mais qui n'est pas une question, comment vous dire, troubadouresque, du rapport entre le troubadour et la dame aimée et le louange de la dame aimée qui doit paraître la plus belle de toutes, celle qui a le prezz, la valeur, disons, la plus haute que toutes les autres. Il s'agit de faire rentrer, de donner place au sein de la composition poétique à des thèses philosophiques extrêmement complexes. Et je parle pour la canzone dottrinale du De Anima d'Aristote. Donc, il s'agit en quelque sorte de traduire Aristote en poésie. Vous comprenez la difficulté? C'est-à-dire, il s'agit de faire entrer la particularité du texte philosophique qui n'a pas de contrainte formelle, c'est-à-dire que lorsque je veux expliquer une chose qui est par exemple un concept philosophique, la particularité de la forme philosophique, c'est que la phrase, elle est d'une liberté infinie. Je peux dire tout ce que je souhaite pour expliciter ce que je pense. Mais en poésie, cela ne va pas de même, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en poésie, la contrainte est un élément fondamental, à savoir que la pensée doit s'adapter à une forme particulière. Et donc une pensée qui est une pensée extrêmement complexe, comme celle qui est contenue dans le De Anima d'Aristote, tout à coup elle croise la forme poétique et doit s'adapter à la forme poétique. Et ça ne veut pas dire que ce que Cavalcanti entend, c'est faire des entorses à la poésie, à la pensée aristotélicienne pour qu'elle puisse rentrer au sein de son poème. Ce que Cavalcanti fait, c'est qu'au contraire, il met en évidence, vous voyez, il relève la pensée d'Aristote et fait de son poème une sorte de explicitation de la pensée d'Aristote. Et donc, l'affaire de la canzone n'est pas une mince affaire, vous voyez, parce qu'il faut être extrêmement fort en philosophie pour ne pas faire subir à la pensée des entorses, mais pour faire en sorte que la pensée au sein de la forme poétique puisse être relevée. Des interventions jusque-là où vous avez compris l'enjeu? Ça va, dit Sophie. Parfait. Donc,
la lecture du poète toscan, c'est-à-dire la lecture que Cavalcanti accomplit que Żuławski accomplit de Cavalcanti, pardon, représente le moment culminant d'une plus ample tendance de la poésie en langue anglaise de la première moitié du XXe siècle. Ce qui se joue sur le plan théorique, l'élaboration théorique du programme de la poésie moderniste, se joue par avance sur le terrain de la réécriture et de l'expérimentation en traduction des cansos des troubadours et de la poésie toscane des XIIIe et XIVe siècles. C'est une thèse que vous connaissez, que je tiens souvent dans les cours. Einein est une traduction, ou alors on peut l'appeler une transcréation, selon l'expression de Haroldo de Campos, c'est-à-dire une traduction relevante. Alors, pour Haroldo de Campos, vous connaissez peut-être Cardelen. Madame, pourrait-on citer par exemple son vers « No one really knows us who does not love us » pour cristalliser une certaine pensée que vous venez d'évoquer, pour suggérer la relation entre l'amour et la connaissance? Oui, c'est exactement ça, Cardelen. C'est très bien trouvé. Bravo. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, bien entendu, les étudiants de Master 2 connaissent tous Haroldo de Campos, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Très bien. Pour les étudiants de Master 1, j'écris son nom. Alors, j'écris son nom, c'est le frère de Augusto de Campos. Qui, avec Decio Pignatari, a fondé un groupe lié à l'histoire du modernisme brésilien. Et voilà, et Sophie écrit Noigandres. Très bien, bravo, bravo. Merci Sophie, c'est parfait. Donc, Haroldo de Campos parle de la transcréation et c'est vrai qu'on pourrait considérer Einein une transcréation ou alors avec des termes derridiens, une traduction relevante. Ce trait de la création du poète objectiviste acquiert une valeur poétique et politique incontournable pour le XXe siècle lorsqu'on compare cette transcréation au travail mené sur la même composition par Ezra Pound. Non seulement certaines rimes de Cavalcanti font l'objet d'une réécriture à l'intérieur des cantos, c'est-à-dire l'œuvre de Ezra Pound, mais elles sont également traduites par Pound. La traduction de l'œuvre de Cavalcanti accompagne pendant de longues années l'activité poétique de Pound, vous le savez. Il commence à travailler sur les rimes très tôt, autour de 1910, et les reprend pendant 3 décennies. La lecture de Cavalcanti est faite à partir des traductions anglaises de Dante Gabriel Rossetti dont nous avons parlé l'année dernière, et c'est par ailleurs parce que Rossetti met de côté dans ses traductions la canzone dottrinale. En d'autres mots, qui se souvient de cette affaire et qui veut intervenir pour le rappeler? Rossetti traduit Cavalcanti dans une anthologie qui est devenue célèbre dans la seconde moitié du XXe siècle en Angleterre, Early Italian Poets. Et From Ciullo d'Alcamo to Dante Alighieri. Dans cette anthologie, à l'endroit de Cavalcanti, Dante Gabriel Rossetti ne cite pas la canzone dottrinale, très probablement parce que il la considère trop difficile à traduire ou pas tout à fait adaptée au milieu
anglo-saxon de son époque. Et au départ, lorsque Ezra Pound publie la première anthologie des poèmes traduits de Guido Cavalcanti, il opère le même choix que Rossetti, à savoir il met de côté la canzone dottrinale. Ce n'est par la suite qu'il y revient et qui commence à travailler sur la canzone dottrinale. Mais cette extraction ou cette mise à part opérée par Rossetti fonctionne par la suite comme un dispositif. Ce que j'entends par là, c'est que finalement, par cette opération, qui est une opération historique, on peut citer cet exemple comme un exemple de histoire, la traduction dans l'histoire littéraire. Rossetti opère un choix. Il met de côté la canzone dottrinale. Pound, jusqu'à un certain, au début, lorsqu'il commence à travailler sur Cavalcanti, il fait de même. Mais ces deux publications qui se suivent et qui mettent toutes les deux de côté la canzone dottrinale opèrent un effet rétroactif sur l'interprétation que le XXe siècle aura au sujet de la production poétique de Cavalcanti, parce que ça fait comme si la canzone dottrinale était une composition à part. Vous voyez, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que nous ne savons pas comment circulaient les compositions de Cavalcanti au moment où elles étaient déclamées dans la première moitié, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Dans tous les cas, c'est vraiment un effet historique de la traduction que finalement, par l'influence exercée sur le lectorat par ces deux anthologies de Cavalcanti, la deuxième est plutôt une traduction, disons, complète des rimes. La canzone dottrinale fonctionne comme une prière d'insérer. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de cela l'année dernière. Qu'est-ce une prière d'insérer? Personne ne sait? Alors, vous le trouvez très souvent, ça ne se fait pas plus trop en maison d'édition, mais il y a une maison d'édition française qui le fait encore, Cardelaine, une feuille à insérer dans les livres. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette feuille? Cardelaine, vous voulez prendre la parole? Bonjour. Bonjour Cardelaine, allez-y, dites-nous. Non, c'était juste c'est une réponse parmi d'autres et voilà. Oui, vous l'avez sans doute rencontré dans des ouvrages de Derrida parce que c'est la maison d'édition Galilée qui a beaucoup les prières d'insérer encore aujourd'hui, non? Oui, je me souviens de l'avoir rencontré par exemple dans l'édition de Donner la mort. Voilà, il y a une prière d'insérer, d'en donner la mort. Bravo Cardelaine. Et vous vous souveniez du contenu? C'est pas nécessaire, hein, mais je peux le dire. Évidemment, c'était sur le pardon. Mais... Oui, alors en fait, une prière d'insérer, son nom le dit, c'est une prière une prière qui est adressée très souvent par l'auteur ou alors par l'éditeur au lecteur, qui fonctionne aussi comme une sorte de marque-page, c'est-à-dire que c'est très souvent une feuille plus petite par rapport à celle de la page de l'édition et qui fonctionne comme un mode d'emploi du livre, c'est-à-dire que la prière, elle n'est pas seulement celle de prendre en compte ce qui est écrit dans le livre, une prière auprès du lecteur de prendre en compte ce qui est écrit dans le livre, mais il s'agit également de dire un peu comment lire le livre, comment se placer dans la lecture du livre, comment faire pour
disons, approcher le livre. Et le dispositif créé par les premières traductions en langue anglaise de Cavalcanti fait que la canzone dottrinale fonctionne par la suite comme une prière d'insérer, parce que puisqu'elle est sortie des rimes par la suite, non pas que Pound l'ait publié sur des feuilles, mais il l'insère par la suite. Enfin, vous voyez, il rajoute cette canzone plus tard dans d'autres versions qu'il proposera aux éditeurs des rimes de Cavalcanti traduites en anglais par lui-même. Il s'aperçoit qu'en réalité, la canzone dottrinale fonctionne comme un mode d'emploi pour la lecture de la totalité des rimes de Cavalcanti. Pourquoi? Parce que son contenu philosophique permet en fait d'interpréter d'autres éléments à l'intérieur des rimes. Et donc, Pound, comme je vous le disais, décide au départ de publier uniquement les sonnets et les ballades qui paraissent pour la première fois, les sonnets et les ballate de Cavalcanti qui paraissent pour la première fois dans un petit volume, dans un volume tout minuscule que je n'ai pas ici parce que je l'ai à Aix, qui paraît en 1912. Mais ce n'est qu'à partir de 1920 que Pound repense l'exclusion de la canzone dottrinale en la trouvant non seulement dépourvue de fondements philologiques, mais surtout en découvrant dans ce texte un chef-d'œuvre du XIIIe siècle italien, et c'est alors qu'il s'acharne à la traduire et à l'interpréter. La découverte du poète toscan est aussi signifiante pour Louis Zukowski que Jacques Roubaud, poète français contemporain, présente au lectorat français en 1980 parce que Zukowski, dit Roubaud, est simultanément dans la lignée de Pound une sorte d'anti-Pound par les réponses autres qu'il donne aux mêmes questions posées comme essentielles, allant, à mon sens, dit Roubaud, beaucoup plus loin. Fin de citation, je la copie pour vous, je vous donnerai plus tard un fichier avec toutes les citations. Oui, Cardellen, vous avez raison, la prière d'insérer, elle est plus épaisse que les feuilles, elle est un peu comme un carton à l'intérieur du livre. Donc voilà ce que Roubaud dit en 1980 de Zukowski. Et donc Cavalcanti est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fois l'inventeur et le plus grand compositeur de canzoni. La canzone trouve son origine en une forme particulière de canso. La canso, vous le savez, du moins les étudiants de Master 2 le savent, la canso est la composition la plus importante du grand chant, du trobar, des troubadours. Et la canzone toscane est une forme dérivée de la canso troubadouresque. Vous écrivez canso comme ça. Est une forme dérivée de la canso troubadouresque. Alors, la particularité de cette forme dérivée est que la canzone dérive d'une canso en rime estrompe. Alors, c'est une canso en rime estrompe et le schéma des cansos en rime estrompe,
c'est qu'il y a 7 coblats, à savoir 7 strophes, je viens de l'écrire dans la conversation, 7 strophes, 7 coblats de 7 vers. Tous ces strophes, chaque vers ne trouve sa rime qu'à la strophe suivante et annonce celui des 6 mots rimes de la sextine. C'est-à-dire que la canzone dottrinale dérive de la même forme qui est à l'origine de la sextine également. Enfin, ces 2 formes dérivées de la canson en rime et strophe. Et oui. Quelle est la particularité de la rime estampe lorsque je vous dis que donc la rime, elle ne peut être trouvée à l'intérieur de la strophe, comment vous réagissez à cela? Qu'est-ce que cela implique? Essayons de voir si j'arrive à vous faire saisir la particularité ou si j'arrive à vous montrer ce que c'est qu'un alourdissement formel. Si je vous dis par exemple, c'est des strophes, celles des cansos à rime et strophe, c'est des strophes faites de 7 vers, chaque vers ne trouvant d'écho que dans la strophe suivante. Qu'est-ce que cela implique à votre avis? Un décalage? Oui, oui, Marie, c'est exactement ça. Et c'est un décalage de quoi? Du sentiment que nous avons d'être en train d'écouter? Un canso classique? Oui, et donc d'être en train d'écouter un poème. Parce que comment on fait pour reconnaître le fait que nous sommes en train d'écouter un poème? Les rimes. Et voilà, le rythme, si c'est en alexandrin, sonné. Oui, alors il n'y a pas encore une mesure très assurée dans La métrique, poésie. voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça. La métrique, elle n'est pas encore assurée au moment historique duquel nous parlons, du moins pour la poésie occitane. C'est vrai hein, que Monsieur Aslanov disait hier, c'est l'octosyllabe qui prime pour les troubadours, mais ce n'est pas, l'octosyllabe n'est pas non plus respecté à tout moment au sein des cansos troubadouresques. Et donc, voilà, la particularité, comme le disait Marie, merci d'être intervenue, c'est que si je dois attendre, vous voyez, la strophe d'après pour trouver la rime, pendant un certain temps, je marque un arrêt et je me pose la question de savoir ce que je suis en train d'écouter. De quoi s'agit-il? Est-ce un poème? Est-ce une déclamation? Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez les choses exposées comme ça? Oui, voilà. Donc cet arrêt se suspend de ce questionnement de l'auditoire, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait des auditeurs, cette suspension de l'auditoire qui ne sait pas, et c'était très rare, une canson en rime et strophe dans le grand chant, parce que il fallait tout de même pouvoir tenir en haleine l'auditoire et faire en sorte qu'il puisse tenir jusqu'à la fin de la strophe, parce que c'était aussi très, très vivant l'auditoire du Moyen-Âge. Hein. Un troubadour qui ne se faisait pas immédiatement aimer était chahuté aussi au sein des cours. Et donc, ce suspens-là fait progressivement rentrer à l'intérieur de la composition poétique des éléments de réflexion. C'est-à-dire que le poète se fonde sur ce retardement, comme dit Cardelaine. Ce n'est pas toujours à venir, très bien. Ce retardement-là permet au poète d'insérer des éléments de réflexion qui viennent remplacer la musicalité du poème, vous voyez, pour mettre à sa place des éléments qui sont de la nourriture pour la pensée. Vous voyez, et c'est comme ça progressivement
que la philosophie fait son entrée dans la composition poétique. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Bien entendu, nous sommes en train de parler de l'histoire des formes poétiques au Moyen-Âge. Alors, il est 18 heures. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous doivent quitter le cours. Je vais continuer au moins encore pendant un quart d'heure pour ceux d'entre vous qui le peuvent. Sophie, par exemple, doit quitter le cours. Mais ne vous inquiétez pas parce que le cours est enregistré, donc il sera en ligne. Puis si certains d'entre vous peuvent rester encore un quart d'heure, sinon je m'enregistre toute seule. Ne vous formalisez pas, c'était de ma faute, j'ai eu des problèmes de connexion. D'accord? Voilà. Donc, il faut donc attendre la strophe suivante pour apercevoir l'existence de la rime dans la composition et donc comprendre que l'on est bien en train d'entendre une canso. Il faut donc écouter le poète plus longtemps que pour d'autres compositions, pour savoir qu'il existe une unité donnée par la rime et percevoir la rime grâce à la répétition. Alors voilà, si vous pouvez rester 15 minutes, c'est parfait. Donc, vous voyez, ce n'est pas... Nous sommes toujours à l'intérieur du poème, puisque la rime, en fait, elle va arriver, elle arrivera, on reconnaîtra la rime dès le début de la deuxième strophe, à savoir dès le 8e vers du poème. Mais il y a un suspens qui se crée, qui est le suspens de la totalité de la cobla, à savoir de la strophe ou alors de la stanza, en termes, disons, plus toscans que occitans, et que cette suspension-là n'est pas une sortie de la poésie, mais c'est un rallongement qui n'est pas un rallongement, enfin ce n'est pas une activité de tout repos, hein, c'est ça ce que je veux dire, c'est un alourdissement, et c'est un alourdissement très souvent conséquent. Cet allongement est précisément donc à l'origine de la longueur de la stanza, qui est la strophe de la poésie toscane. Donc les troubadours, ils ont une cobla, mais les Toscans, ils ont une stanza. Et le rythme donc d'une canzone est plus lent en comparaison à celui des cansos, ou alors au sein de l'ensemble des cansos, lorsque lorsque vous vous attardez dans la lecture d'une canso en rime et strophe, ce dont vous vous apercevez, c'est que par rapport à une canso, disons, plus avec un schéma plus courant, la canson en rime et strophe a un rythme plus lent, parce que d'ailleurs le poète dans sa récitation appuie sur le ralentissement de la strophe pour attirer l'attention sur le contenu du poème et non pas sur sa musicalité. Donc, cet allongement est à l'origine de la longueur de la stanza. Cette variante formelle est également accompagnée d'une variation dans le contenu. Les rimes et strophes du célèbre troubadour Arnaud Daniel font partie de cette particularité, cette famille qui est une part de la production du grand chant, du trobar, qui est celle du trobar-clus, plus difficile. C'est un trobar, c'est une expression trobadoresque plus difficile que celle du trobar-leu, à savoir que le trobar-clus est un trobar à contenu philosophique, alors que le trobar-leu est un trobar léger, le trobar du printemps, de la dame aimée, ainsi de suite. Donc, il s'agit d'un élément qui est également repris dans la canzone, puisque la perte de l'accompagnement musical présent dans la canso
parce que la canzone en rime et strophe est encore accompagnée par la musique, mais la canzone reprend la forme de la rime et strophe, ralentit le rythme et laisse de côté l'accompagnement musical. Donc il s'agit d'un alourdissement qui est l'alourdissement de la perte de la musique et d'un alourdissement qui est thématique. La canzone est définition d'amour, mais elle devient en Toscane la canzone, c'est-à-dire un lieu poétique et philosophique à la fois. Et donc, il serait possible d'envisager deux pistes qui permettent d'interpréter le rapport de la composition de Pound à la poésie de Cavalcanti. Nous sommes en train encore de parler de Pound. D'une part, une tension constante vers la théorisation d'une certaine impossibilité de l'anglais à dire des choses que le vulgaire italien du XIIIe siècle exprime, ou alors que le toscan du XIIIe siècle exprime. Donc, l'une des raisons pour lesquelles Pound passe autant de temps sur l'œuvre de Cavalcanti, c'est qu'il est persuadé qu'il manque des éléments phonétiques à l'anglais du XXe siècle pour pouvoir rendre le toscan du XIIIe. Et d'autre part, une tradition poétique d'autre part, il s'agit pour Pound de travailler sur une traduction poétique qui est l'autre de l'expression poétique anglaise, une impossibilité de contenu d'un côté et une impossibilité formelle de l'autre. D'un côté, donc, il y a une impossibilité de la poésie aussi à dire des choses qui étaient les choses que pouvait dire la poésie du XIIIe siècle toscan, et ça c'est à cause de l'usure de la langue. Qui se souvient de cette affaire? Qu'est-ce que ce serait que l'usure de la langue selon Pound? Il me semble que j'avais vu quelque chose là-dessus. Oui, oui. Pour Pound, la langue des auteurs vieillit moins vite de par ses inventions qu'une langue d'écriture classique, et c'est ce qui rend chaque auteur pour lui spécifique, et ce qui est particulièrement intéressant à analyser dans les traductions qu'il a pu faire d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Marie. C'est-à-dire que dans la mesure où Cavalcanti emploie essentiellement trois signifiants à répétition, c'est-à-dire qu'il y aura dans 54 rimes, si je ne me trompe pas, 64 acceptions du mot amour, 49 acceptions du mot âme, enfin je ne me souviens plus précisément des chiffres que j'avais relevés dans la traduction de Christian Beck, et lui-même il le dit dans l'introduction à sa traduction. Mais si vous voulez, il y a un certain usage extensif que Cavalcanti ferait de toute la gamme des sens que l'on pourrait donner au mot amour, cœur, âme, mais que ces mots ont été tellement employés par la tradition poétique occidentale que les utiliser au XXe siècle revient à les utiliser comme si c'était des métaphores, alors que pour le XIIIe siècle toscan, ce n'est pas des métaphores. Oui, bien sûr, on peut parler de langue mineure et majeure dans la traduction littéraire, tout à fait. D'ailleurs, ça se fait beaucoup, Omar, et justement dans une tradition qui est la tradition deleuzienne. C'est-à-dire que effectivement, là, la langue toscane est une langue mineure par rapport à la langue disons, impérialiste, qui est la langue anglaise. Et là où Pound est extrêmement intéressant dans cette théorie et dans cet acharnement qu'il a à traduire le toscan du XIIIe siècle, c'est qu'il essaye de montrer que toute majeure qu'elle est, et c'est vraiment dans une veine qui est très déleuzienne, et vous faites bien de le rappeler, Omar,
toute majeure qu'elle est la langue anglaise, justement par sa grandiosité, elle va passer sur la particularité que, par exemple, des mots très usités dans la langue poétique occidentale, cœur, âme, amour, ne permettent plus de rendre le sens que ces mots ont dans le 13e toscan. Et alors, je suis sûre que mes étudiants de l'année dernière s'en souviennent, mais Pound donne l'exemple de chœur au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, où circulent les petits esprits dans la partie gauche du cœur. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, tout le monde s'en souvient. Voilà. Donc, dans la partie gauche du cœur circulent des esprits qui tiennent ou non le cœur en vie et le corps humain en vie, et que ces esprits sont aussi en partie des esprits qui sont vivants par un pneuma qui est le souffle amoureux. Et oui, Mathias, bravo, bravo. Vous vous souvenez de tout, ça me touche beaucoup. Et donc, Pound dit, si je dis cœur à un lecteur de poésie du XXe siècle, va-t-il savoir que le cœur de l'auditoire médiéval était un cœur qui n'était pas du tout le cœur qui est une métaphore au XXe siècle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous parlons d'affaires de cœur pour dire c'est des affaires amoureuses, n'est-ce pas? Mais bien entendu, il s'agit là d'une métaphore qui descend d'une tradition qui est la tradition lyrique occidentale. Cela dit, lorsque Cavalcanti parle de cœur au Moyen-Âge, il n'est pas du tout en train de rigoler. Le cœur, c'est un lieu du corps très sérieux où circulent les fluides, les esprits, et une affaire de, la question d'amour, lorsque, voilà, il vaut mieux que je le dise de cette façon-là, au Moyen-Âge, on croit que l'on peut mourir par amour. Vous voyez, c'est une croyance. Le poète du Moyen-Âge imagine qu'il est possible de mourir par amour. Vous voyez? Et donc, Pound dit, l'usure de la langue m'empêche d'employer le mot cœur au XXe siècle, et pourtant je n'ai que ce mot-là pour transmettre une expérience de vie qui est aux antipodes de celle que nous vivons aujourd'hui à cause de la métaphorisation de la langue. Et voilà pourquoi aussi Zukowski va chercher l'exemple très difficile de Cavalcanti, parce que qui est devenu complètement métaphorique. Et donc, puisque le poète objectiviste ne doit pas faire de métaphore, c'est le défi même du poète objectiviste que d'aller chercher le poète qui emploie des mots qui ne sont désormais plus que des métaphores. Le cœur de la dame, c'est la seule chose qui appartient au poète, donc il ne vit que pour l'amour de sa dame, il ne peut rien avoir d'autre. Faustine, oui, c'est exactement ça, vous voyez. La question du cœur au Moyen-Âge est tellement, je dirais, littérale, que Pound s'inquiète du fait que le lectorat du XXe siècle ne pourra jamais comprendre un texte à l'endroit où il y a le signifiant cœur sans qu'il y ait, dit Pound, traduction d'accompagnement. Et la traduction d'accompagnement, ce serait une traduction qui releverait le défi historique de la langue. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non. Alors, je continue encore un tout petit peu. Cette réception impossible par la langue anglaise de la poésie toscane est considérée par Pound comme le point de départ du renouveau de la composition poétique et donc l'une des voies obligatoires du programme poundien du Make It New, qui est aussi le titre d'un ouvrage de Pound. Le père du modernisme américain lie à jamais la création moderniste
au grand chant, à la production troubadouresque et à la poésie toscane des siècles XIIIe et XIVe. Cela au moins pour deux raisons. L'une qui est une raison théorique et l'autre qui est une raison technique. La raison théorique est la raison que je viens de donner, c'est-à-dire une raison sur l'histoire de la langue, et une autre raison, une raison technique. Pound est persuadé qu'à vouloir renouveler, ça fait un certain temps que je vous le dis, mais à vouloir renouveler l'expression poétique en langue anglaise, il faut tourner l'anglais vers ses assonances d'origine latine. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je voudrais que vous me posiez des questions si vous en avez. Madame Manzeri, j'avais quelques questions. Oui, allez-y. Mais à la fois, j'ai pas envie de prolonger encore et si les amis ne s'intéressent pas forcément voilà, parce que peut-être que c'est Allez-y. Ouais. De toute façon, si Sophie doit partir, elle peut partir. De toute façon, le cours est enregistré. Mais merci beaucoup pour ce cours, dit Sophie. Ben, merci à vous, Sophie, de votre attention. Une très bonne soirée à vous également. Oui, Cardelaine, allez-y. Parce que mes questions s'agissent des questions de la traduction de Zukowski en français. Parce que, bon, juste aujourd'hui, je viens de lire un article d'un traducteur, qui est le traducteur de Zukowski d'ailleurs, François Dominique, qui est paru dans le Matricule des Anges. Et parce que lui, avec son compagnon, j'imagine, Serge Gavronski, ils sont traduits récemment, publiés, parus, et de Zukowski, et ils revendiquent la musicalité dans la traduction et que voilà, c'est la plus forte revendication, ce que je comprends de leur part, et c'est garder la musicalité. Alors, ma question est la suivante. On a parlé de l'alourdissement conceptuel, philosophique dans le poème et de canzone, et qui le distingue de canso, qui est la chanson. Bon, je le passe vite, mais si j'ai bien compris, il faut pas peut-être aveuglement revendiquer la musicalité dans toute œuvre de Zukowski, qui est très présent dans son œuvre, je le reconnais, et même à la fin de Hey, c'est que des notes de la musique au sens propre. Et mais oui, Cardelaine, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Zukowski était aussi musicien. Sans doute, ça vient de là également. Il y a une passion pour la musique chez lui. Ça, c'est évident. Allez-y. Oui. Et d'ailleurs, son fils, qui est aussi n'est-ce pas, un très grand musicien, Paul. Bon, j'imagine que c'était dans la famille, peut-être, mais bon. Alors, ce que j'allais poser. Ah oui, est-ce que alors à A9, quand on traduit, on doit quand même garder la musicalité. J'ai pas eu l'occasion de voir la nouvelle parution de A en français. Je pense qu'il vient d'être publié, mais vu qu'on est dans le confinement, bon, et je me demande si vous avez pu le consulter et le comparer avec la traduction d'Anne-Marie Albiach, et si elle avait le même souci de garder la musicalité, que je pense pas, mais bon, bon, c'était plutôt peut-être le parti pris pour le côté philosophique, l'alourdissement conceptuel, peut-être si je reprends votre terme. Bon, voilà, c'est une question un peu peut-être vaste, qui n'est peut-être pas très intéressante, mais je suis un peu perdue avec... voilà. Alors,
Cardelen, je vous remercie pour cette question. Alors, vous savez que je travaille sur Žukovský pour mon habilitation et tout était, disons, prêt lorsque j'ai appris qu'une nouvelle traduction allait paraître. Et donc, j'ai en quelque sorte repoussé la fin de mon habilitation pour pouvoir prendre en compte cette nouvelle publication et ne pas faire comme si, vous voyez, une fois sortie, mon étude allait paraître déjà datée parce qu'il y avait ce problème-là. Donc, non, je ne me suis pas encore penchée sur la nouvelle traduction, mais c'est précisément ce qu'il faut que je fasse pour terminer mon travail. Voilà. Mais oui, j'en étais à un stade où tout était fini lorsque j'ai appris que voilà, il fallait prendre en compte cette nouvelle publication et il faut le faire, effectivement. Mais enfin, voilà, je pense que nous pourrons en reparler immédiatement après la lecture de la nouvelle traduction. Alors, mais il me semble que vous soulevez aussi une autre question, c'est-à-dire que comme vous le dites, et d'ailleurs ça a été l'un de mes éléments d'introduction, j'ai cité Žukovský lorsque dans un objectif il dit, la poésie est musicalité, enfin c'est ça. Cela dit, à l'endroit de A9, parce que c'est l'objet de notre cours aujourd'hui, mais je pense qu'il y a d'autres endroits, des éléments enfin, et il est tout de même un Žukovský-ciel, hein, c'est-à-dire que il faudrait un logiciel d'interprétation de Žukovský. À d'autres endroits, je ne saurais pas non plus pour la musicalité pure et dure, c'est-à-dire que c'est sans doute une position de Žukovský qui dit oui, la musicalité prime, mais à l'endroit où il s'occupe où il reproduit la canzone dottrinale, ce sur quoi il se penche, c'est le fait que il y a des musicalités qui arrivent à rendre le concept plus concept que ce qu'il ne serait s'il n'avait pas cette forme-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu aussi une thèse assez deleuzienne, c'est-à-dire que pour Deleuze, le philosophe est celui qui crée des formes, à savoir les concepts, et puis l'écrivain, le poète, l'artiste, il crée des blocs de percepts et des affects. Mais la particularité du poète qui s'inscrit dans le legs cavalcantien, c'est qu'il est à la fois philosophe et poète. Donc, il faut à la fois donner la forme la plus resplendissante à la pensée et puis créer aussi un bloc de percepts et d'affects. Donc, garder la musicalité et la pensée dans l'essor le plus éclatant qui soit. Et donc, à mon sens, enfin, je ne connais pas la nouvelle traduction qui est parue, mais à mon sens, à l'endroit de A9, mais nous regarderons cela ensemble, enfin, on en reparlera, à l'endroit de A9, il y a un problème fondamental qui est celui de pouvoir mettre ensemble les deux, et il me semble que le problème de la traduction d'Albiac, c'est que elle ne prend pas suffisamment en compte le fait qu'elle est en train de traduire une traduction. Voilà. D'accord. Mais jusqu'à un certain moment, est-ce que la traduction d'Albiac, même par Jacques Roubaud, si je me trompe pas, je peux chercher les références, est-ce que c'était pas reçu comme les plus merveilleuses traductions? Ah oui. Non, mais c'est assez étonnant, mais c'est justement à partir de ça, Cardelen, que j'ai construit tout mon propos, parce que je ne comprends pas. Vous voyez? C'est très intéressant, vraiment, parce que c'est le moment où je fais un exposé que vous faites des séminaires extraordinaires sur ce sujet. Merci beaucoup, mais c'est très intéressant. Ça m'a touchée que vous ayez choisi ce sujet parce que vraiment, peut-être je n'avais jamais parlé de Žukovský en cours parce que je suis toujours un peu
un peu inquiète d'en parler parce que c'est des travaux que je suis en train de faire qui sont en devenir. Mais ça m'a beaucoup touché le fait que vous aussi vous vous intéressiez à ça. Et d'ailleurs, bon, Žukovský fait aussi enfin, il fait l'objet d'une attention particulière aussi au CIPM parce que François est très intéressé à Žukovský aussi. Il a Oui, je traduit. pense qu'il a travaillé avec Pierre Alferi l'année dernière. Voilà, c'est ça. Parution, je crois. Ouais. Oui, J'ai oui, c'est pas ça. vraiment, oui. Donc, Oui, j'ai mais pensé c'est aussi. évident, oui, c'est évident pour la plupart des poètes contemporains, je pense. La présence de Žukovský, mais après, comme vous le dites, après, ça reste comme question si on a bien reçu ou pas, bien accueilli ou pas, oui. Et je me Oui. rends compte que maintenant, donc je vous remercie. Oui, c'est-à-dire que j'espère, hein, c'est un peu l'objectif de toutes ces années de recherche, de pouvoir arriver voilà, sur la scène intellectuelle avec un travail qui fait repartir les études de Žukovský. C'est-à-dire que je ne veux pas apporter un terme ou un point sur la recherche de Žukovský, mais ce que je voudrais faire, c'est montrer que jusqu'à maintenant, parce que j'ai l'impression que ceux qui s'y sont intéressés, mais Roubaud, enfin, du moins dans les conversations que j'ai eues avec lui jusqu'en 2014, reconnaissait tout à fait cela. Roubaud m'a toujours dit, mais Francesca, Cavalcanti en France n'a pas encore été reconnu à sa juste valeur. C'est-à-dire que on s'intéresse à Pound et à Žukovský sans se rendre compte que il y a derrière un poète que que le milieu poétique français doit encore recevoir à sa juste valeur. Oui. Donc, il faut un renversement. Oui, bref, on verra. Oui, j'espère que... Bon, je vous remercie pour ce... Merci. Oui. Merci à vous, Cardelaine, et merci à tout le monde pour avoir suivi ce cours. Et puis, nous voyons encore là, vendredi matin, pour la deuxième moitié des oraux, la seconde moitié des oraux de réception critique et création. D'accord? Madame, beaucoup. Madame, oui, Martina. j'aurais besoin de vous poser une question sur mon dossier de la traduction de l'histoire littéraire, si c'est possible. Oui, allez-y. Je voulais pas prolonger encore le cours. Alors, Martina, est-ce que vous êtes d'accord si je vous rappelle un peu plus tard sur Skype parce que j'ai un rendez-vous avec Carolina Paoli qui maintenant, que vous connaissez, n'est-ce pas? Sinon, je peux vous envoyer un mail comme ça demain matin peut-être. Comme ça, oui. je vais pas vous... C'est déjà tard, du coup, je comprends. Voilà. D'accord. Alors, on fait comme ça, Martina. Vous m'écrivez, puis je vous donnerai un rendez-vous, ok? D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment à tout le monde et puis je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée. Également. Merci, au revoir. Pierre. Merci, au revoir. Au revoir, à très bientôt.